Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouveau rendez-vous économique Éco360 au cœur des territoires, le podcast qui vous parle des projets structurants et impactants qui façonneront les territoires d'outre-mer dans les prochaines années. Éco360, c'est également des hommes et des femmes, des acteurs de l'ombre sans qui rien ne pourrait se faire. Aussi, ce rendez-vous bimestriel sera l'occasion pour nous de les découvrir, eux qui sont les plus à même de nous faire comprendre les spécificités liées à nos territoires insulaires. Pour ce troisième épisode, c'est Nicolas Blanc, directeur régional Réunion Océan Indien au sein de la Banque des Territoires qui nous accompagnera. Nicolas Blanc, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc à la tête de la direction Réunion Océan Indien depuis maintenant 1 an. Peut-être, avant de commencer, revenir d'abord sur votre parcours. Alors j'ai pris mes fonctions en effet en tant que directeur régional Réunion Océan Indien au mois d'août dernier. Avant cela, j'ai travaillé aux côtés de la directrice du réseau, Gisèle Rossamigno, pendant 1 an et demi, sur diverses missions et notamment une meilleure évaluation des impacts des activités du réseau de la Banque des Territoires. Et j'ai eu avant cela une expérience de 3 ans à l'Agence française de développement dans le cadre d'une mise à disposition où j'étais le directeur de la stratégie et des relations institutionnelles de l'AFD. Sinon, j'ai un passé qui est plutôt de directeur de la stratégie. J'ai été directeur adjoint de la stratégie du groupe Caisse des dépôts pendant plusieurs années et en charge du développement durable, du climat. Le climat, c'est un peu, je vais pas dire un fil rouge, un fil vert de mon parcours. Un fil vert que nous déroulerons tout au long de cet entretien. Voilà pour ces quelques mots d'introduction. Éco360 numéro 3, c'est maintenant. Vous qui nous écoutez, où que vous soyez, bienvenue à tous. Outre-mer 360 et la Banque des Territoires vous présentent Éco360 au cœur des territoires, un podcast présenté par Abissaïd Adinani. Nous sommes donc aujourd'hui en votre compagnie, Nicolas Blanc. On rappelle que vous êtes directeur régional Réunion Océan Indien au sein de la Banque des Territoires. Vous nous avez évoqué en quelques mots votre parcours, un parcours marqué, comme vous l'avez souligné, par un fil vert, vert comme la nature, vert comme l'environnement, la biodiversité, l'écologie. Comment cet engagement se traduit au sein de la Banque des Territoires et notamment dans la zone Océan Indien puisque c'est la zone dont vous avez la responsabilité ? Alors déjà, ça se caractérise de par les spécificités de ces territoires avant de vous parler de la Banque des Territoires. Il est communément admis que ce sont des réserves de biodiversité à nul autre pareil. C'est vrai, je le constate, je le vis quotidiennement depuis que j'ai pris mes fonctions. Donc la biodiversité est évidemment un enjeu majeur. Plusieurs projets d'ailleurs d'innovation tendent à valoriser dans le cadre de France 2030 quel type de valorisation, notamment en termes de valorisation sur des débouchés médicaux, médicaments, de ce que nous pouvons faire de cette diversité faunistique et floristique. Et au-delà de la biodiversité, ce sont les territoires côtiers, également les territoires de montagne, et à La Réunion, nous avons l'avantage de réunir les deux aspects qui sont les plus vulnérables et qui vivent déjà les changements climatiques de la manière la plus aiguë et qui sont les plus immédiatement soumis au risque d'adaptation au changement climatique. Retrait du trait de côte, des périodes de sécheresse qui sont de plus en plus aiguës, évidemment le risque cyclonique qui va concerner de manière de plus en plus forte Maurice et La Réunion, pas Mayotte de par sa situation géographique, tout au moins pas encore, mais il est une évidence que ces facteurs de risque liés au réchauffement climatique sont des réalités de ces territoires et en tant que financeur du long terme, la Banque des Territoires doit évidemment savoir répondre à ces spécificités et ces enjeux d'aujourd'hui et de demain. Alors quand on parle de la Banque des Territoires, on pense en tout premier lieu aux investissements, au financement, moins à l'aspect préservation de la biodiversité. Et pourtant, quand on est, ce que je viens de vous dire, un financeur du long terme, on ne peut pas se considérer comme étant uniquement un apporteur de financement. On doit aussi être dans une logique partenariale, apporter de la connaissance, de l'expertise, une capacité à mettre en réseau différentes sphères, publiques, privées, associatives. Et pour illustrer mon propos, je vais vous faire part de l'initiative que nous avons eue avec l'Agence française de développement récemment
notamment puisque nous avons organisé un séminaire sur l'adaptation au changement climatique que nous avons mis en place avec l'AFD et le partenariat de la préfecture, du conseil régional et du conseil départemental à destination de l'ensemble des élus réunionnais. Donc vous voyez bien que l'action de la Banque des Territoires, elle est plus riche que notre capacité à apporter des financements, même si évidemment c'est socle dans notre intervention dans les territoires. Vous avez expliqué en début de ce podcast que vous avez été mis à disposition auprès de l'AFD, l'Agence française de développement, qui est finalement un partenaire majeur pour la Banque des Territoires. Comment s'articule finalement ce partenariat ? Comment vous qualifierez ces liens entre la Banque des Territoires et l'AFD ou d'autres partenaires ? Alors, moi je trouve la complémentarité, je parle bien de complémentarité entre la Banque des Territoires et l'Agence française de développement. Déjà, nous sommes complémentaires de par les zones géographiques d'intervention. Très majoritairement, l'AFD intervient dans les États étrangers, plus marginalement dans les départements ultramarins. Quelque part, nous avons des valeurs communes, des orientations stratégiques identiques, notamment, je viens d'en citer une, qui est la transformation écologique et énergétique. Donc, ces valeurs et ces priorités stratégiques nous rassemblent. Et nous sommes très heureux en termes de lecture de partage de risques. Quand nous avons des dossiers parfois compliqués, je pense à Mayotte, où nos enjeux d'accompagnement des politiques publiques, que ce soit en matière de mobilité, d'évolution du mix de production d'énergie, de construction de logements, de mise aux normes et de construction de bâtiments publics. Tout projet est risqué, même si l'État français, l'Europe via le FEDER sont extrêmement présents. Nous sommes toujours très preneurs de nos analyses partagées de risques. Quand on agit à Mayotte, les risques sont plus importants. Pourquoi ? Parce que les contreparties sont plus fragiles financièrement, principalement. Des municipalités, pour certaines d'entre elles, relativement endettées. Une capacité à piloter les projets qui suppose, au-delà, là aussi, d'apporter des solutions financières, d'apporter de la compétence, d'apporter un appui, de manière à savoir dégager des projets, des priorités dans les projets. Et donc, c'est vraiment une logique partenariale qui est plus que financière, qui nous guide dans nos actions dans ce type de territoire. Alors en 2022, ce sont 350 millions de financements en prêts et en investissement qui ont été débloqués pour les territoires de la Réunion, de Mayotte et des terres australes et antarctiques françaises. Comment sont réparties ces enveloppes ? Alors, principalement Réunion et Mayotte. Je vais quand même vous dire un mot sur les TAF, donc les terres australes et antarctiques françaises, qui sont des territoires très éloignés, très peu habités. Quand je vous parle des îles Crozet ou Amsterdam, c'est paraît quand même très exotique, c'est très éloigné. Alors exotique, mais avec des conditions climatiques extrêmes. Et dans les TAF, nous intervenons essentiellement sous forme d'études, j'espère à l'avenir d'ailleurs aussi sous forme de financement, quand il s'agira d'avoir une nouvelle version de la station du Mont d'Urville en Antarctique, ou d'une troisième version du bateau qui relie la Réunion à ces terres. Mais là, nous avons travaillé, d'ailleurs avec une filiale du groupe Caisse des dépôts qui est Aegis, sur des études environnementales. Plan climat pour les TAF, comment gère-t-on les déchets ? Comment arrivons-nous à produire de l'énergie renouvelable dans ce type de territoire ? Comment est-ce qu'on arrive à gérer de manière responsable les eaux usées ? Donc voilà le type d'études que nous avons financées, réalisées par Aegis. Et donc voilà le type d'intervention, pour être très concret, vis-à-vis des TAF. Donc Réunion Mayotte, 350 millions d'euros de financement en 2022. Très majoritairement dans le financement du logement social, 260 millions d'euros. Également le financement des sociétés publiques locales, donc prêts aux collectivités locales en particulier, avec quelques grosses opérations. Dernièrement, un prêt au centre hospitalier universitaire de la Réunion de plus de 20 millions d'euros. Également une grosse opération que nous avons récemment signée de prêt à la ville de Saint-Pierre. Donc Saint-Pierre, c'est la 3e ville de la Réunion, où nous avons fait un prêt de 20 millions d'euros pour la création d'une cité administrative qui sera neuve, moderne, écologique du point de vue de sa performance et qui va permettre d'apporter un mieux-être à l'ensemble des collaborateurs de la mairie de Saint-Pierre.
Donc voilà, pour vous donner quelques illustrations. C'est également des financements à destination des professions juridiques, 12 millions d'euros en 2022, et des entreprises, notamment les entreprises publiques locales, mais aussi à destination de nos partenaires privés dans les domaines du tourisme, avec des projets hôteliers, des projets dans le domaine des énergies renouvelables, ou encore, pour vous donner une autre illustration, un investissement dans un data center à Mayotte. On est vraiment au niveau des meilleures normes européennes de performance au niveau de l'océan Indien. Donc voilà, c'est typiquement le genre de projet dans lequel nous investissons aux côtés de partenaires privés. Je n'oublie pas notre jambe sociale, puisque quand je vous parle du logement social, évidemment, c'est un enjeu majeur. Que ce soit à La Réunion ou à Mayotte, la société immobilière de Mayotte, donc, qui est l'opérateur appartenant au groupe CDC Habitat, construit environ 400 logements à Mayotte chaque année, avec des besoins qui sont évidemment colossaux. Et donc notre devoir, en financement côté Banque de Territoire et d'un côté opérateur côté CIM, c'est d'arriver à répondre le mieux possible à ces besoins urgentissimes. Pourquoi choisit-on d'investir dans un projet et pas dans un autre ? Quels sont vos critères de sélection ? Est-ce que c'est une question d'expérience, de fonds propres suffisamment élevés, d'ancienneté ? Est-ce qu'un jeune porteur de projet peut toquer à votre porte et demander à être accompagné par vous ? Comment ça se passe ? L'ancienneté n'est pas un critère. Le devoir premier de la Banque des Territoires, c'est d'accompagner les politiques publiques. Que ce soit la mobilité, c'est un enjeu majeur que l'on soit à La Réunion ou à Mayotte. Je vous en ai déjà parlé, l'évolution du mix de production d'énergie, tout ce qui est bâtiment éducatif et on va dire plus globalement le patrimoine immobilier public qui a besoin de se réformer, de se construire. Les EPCI à Mayotte sont toutes nouvelles, se créent, et donc il faut que ces EPCI, ces personnes-là puissent travailler quelque part. Donc on doit accompagner ces besoins-là vis-à-vis de clients, pour certains d'entre eux, historiquement installés, d'autres nouveaux, je viens de vous en citer, et puis même des partenaires publics, pas uniquement, aussi des partenaires privés. Quand je viens de vous parler de l'investissement dans le data center à Mayotte, notre contrepartie, c'est un partenaire privé, une entreprise récente, avec un porteur de projet qui a moins de 40 ans, qui est un jeune Mahorais, extrêmement dynamique, dont l'assise financière n'est pas celle que l'on va retrouver uniquement chez des clients publics, historiques de la Banque des Territoires. Donc non, clairement, notre devoir, en fonction d'une analyse risque financière toujours extrêmement rigoureuse, c'est aussi de savoir prendre des risques, peut-être même et souvent plus de risques que ce que savent prendre des partenaires bancaires privés. Et notre intervention, justement, aide à crédibiliser des tours de table. Le plus souvent, quand on intervient en investisseur, en haut de bilan, c'est aussi pour aider à des bouclages de tours de table. C'est-à-dire que des partenaires bancaires privés vont venir en prêt parce que la Banque des Territoires est intervenue ou intervient en investissement. Économiquement parlant, quelles sont les spécificités de ces territoires ? Alors, vous avez complètement raison quand vous dites ces territoires. Il faut vraiment savoir en parler au pluriel. La réalité économique de Mayotte n'a à peu près rien à voir avec la réalité économique et sociale de La Réunion. Donc tout ça est un univers extrêmement différencié, ce qui d'ailleurs participe aussi beaucoup de l'intérêt de mon job au quotidien. On doit savoir mesurer la diversité des besoins de ces territoires. Et ces besoins sont extrêmement différents parce que, on va dire, les niveaux de richesse sont différenciés. Et ce qui caractérise, je vais parler de La Réunion. La Réunion, c'est un territoire qui est dynamique économiquement, je viens de le dire, qui a un potentiel de croissance qui est supérieur à celui de la France métropolitaine. Donc la dynamique économique est là. Les acteurs publics et privés clairement, solidement installés et portent l'ensemble des enjeux de la croissance. Après, c'est une île qui est très inégalitaire. C'est la deuxième région la plus inégalitaire après l'Île-de-France. Dans ces inégalités, il y a un autre fait qui est à considérer et qui est d'une certaine manière assez inquiétant, c'est la part des jeunes, très importante,
qui n'est ni en emploi, ni en formation, ni en apprentissage, ce qu'on appelle les NEETs. Et la part des NEETs reste trop élevée, beaucoup plus élevée proportionnellement qu'en métropole, et donc doit nous conduire à un dialogue fructueux avec l'ensemble des partenaires. Ces territoires, je ne demande qu'à être démentis, mais ne vont sans doute pas se transformer en puissance industrielle. Donc il faut savoir travailler sur leur devenir en termes de services, sur des emplois localisables et localisés. Et notamment, moi j'ai des dialogues réguliers avec la DEAL, avec la région, sur la dynamique touristique. Alors loin de moi l'idée qu'il faut inscrire la Réunion dans une trajectoire de développement touristique telle que l'a connue Maurice. Maurice a fait un choix de développement touristique à très grande échelle. La Réunion déjà ne présente pas les mêmes atouts. Ce sera nécessairement un tourisme davantage tourné vers la nature, la montagne, le tourisme sportif, les écologes, et l'ensemble de ces caractéristiques sont des atouts énormes. Si on parle du tourisme, ça permet de tirer le fil de pas mal d'autres sujets. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire du développement touristique durable sans faire évoluer concomitamment le mix de production d'énergie, aujourd'hui aux 2/3 carbonés, sans trouver des solutions durables de mobilité alternatives à la route. Nous sommes sur des îles qui sont confrontées à des situations de coma circulatoire, le matin, le soir, qui sont vraiment des handicaps si on ne les traite pas rapidement. Ça, c'est vrai de la Réunion, c'est vrai de Mayotte. Concernant justement ce volet de mobilité, vous avez parlé donc de cette situation sur ces territoires où la circulation devient un véritable problème. Il y a des projets sur lesquels vous êtes déjà intervenu ou sur lesquels vous allez intervenir ? On intervient déjà en accompagnement du conseil départemental de Mayotte et de l'intercommunalité qui a en charge le sujet de la mobilité à Mamoudzou, donc le chef-lieu de Mayotte, pour le développement d'une offre de transport en site propre. Donc c'est le projet Caribus, qui, au-delà du fait de faire rouler des bus sur des voies dédiées, en fait est un vrai projet d'aménagement urbain. À La Réunion s'ouvrent depuis quelques semaines les états généraux de la mobilité, qui, dans cette phase initiale, ces états généraux se caractérisent par la consultation de la population. Et en fait, il y a deux grands aspects à considérer en matière de mobilité. Des choix qui seront faits d'infrastructures de transport, sans doute ferrées, en tout cas, des solutions de transport public massives. Donc, qui vont être des choix d'infrastructures lourds, très capitalistiques. Évidemment, la Banque des Territoires sera présente pour accompagner ces projets, mais ces projets ils verront le jour dans 20-30 ans. Donc la question plus immédiate, c'est comment on arrive à faciliter la vie des Réunionnaises et des Réunionnais, également des Mahoraises et des Mahorais, pour mobiliser les services à la mobilité, qui sont, quand on sait mobiliser des solutions numériques, par exemple au service de la mobilité, des applis, faciliter la circulation de l'information, améliorer l'information aux usagers sur l'intermodalité, développer les parkings relais, faciliter l'autopartage, qui sont autant de solutions développées ailleurs dans d'autres territoires et accompagnées par la Banque des Territoires, sur lesquelles nous pouvons être, au-delà encore une fois des solutions de financement, des apporteurs de partage de pratiques, j'ai envie de vous dire. Au vu de ces évolutions sociétales plutôt rapides, quelles sont pour vous les priorités de demain à La Réunion et à Mayotte ? Quand je parle de demain, je parle de dans quelques mois, mais également dans 10, 20, 30 ans. Alors vous avez le demain immédiat. Le demain immédiat, clairement, l'enjeu c'est à La Réunion le logement et le logement social. Le logement social à La Réunion est gravement en crise. On a plus de 41 000 demandes non satisfaites et on a produit l'année dernière 1300 logements. Donc l'effet ciseau n'a de cesse de se creuser et l'enjeu pour le demain immédiat, c'est clairement d'accélérer, de trouver toutes les voies et moyens, d'accélérer l'offre de logement social à La Réunion. Le demain immédiat de Mayotte, c'est l'eau. Dès l'année 2023, Mayotte est confrontée à une crise aiguë d'accès à l'eau douce, à l'eau potable, ce qui conduit déjà ce territoire à importer des bouteilles d'eau. Et donc on doit tout
tous se mobiliser en urgence pour développer une grande diversité de solutions de manière à pouvoir satisfaire à ce besoin primaire qui est l'accès à l'eau des Mahoraises et des Mahorais. C'est évidemment vital parce que quand vous avez des coupures d'eau, ce qui se produit quotidiennement, ça veut dire que vous ne pouvez pas ouvrir une école, par exemple, pour des raisons sanitaires. Donc ça, c'est le demain immédiat. Le demain moins immédiat, de plus moyen terme, long terme, c'est évidemment de travailler en avance de phase sur tout ce qui va constituer dans ces territoires éloignés des facteurs d'attractivité. Et donc l'attractivité, elle va reposer pour beaucoup sur des conditions. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour moi, la fluidification de la mobilité est une condition du développement économique et du mieux-être social. Et puis, c'est notre devoir que d'accompagner les secteurs qui vont être des facteurs d'attractivité. Je suis intimement convaincu que le tourisme en est un, que la qualité d'équipement en numérique en est un autre. Il pourrait y avoir l'ambition de faire de La Réunion une sorte de hub numérique avec le câble entre des territoires extrêmement dynamiques économiquement. Pas de raison pour que tous les câbles sous-marins passent par l'hémisphère nord, mais il y a aussi des potentiels de développement dans l'hémisphère sud. Et de ce point de vue, La Réunion et Mayotte sont des carrefours qui peuvent être intéressants à considérer pour le développement économique de demain et d'après-demain. Donc voilà quelques enjeux qui me paraissent absolument majeurs. Et puis évidemment, je n'oublie pas les sujets de résilience environnementale, qui sont à la fois des conditions d'un développement soutenable et les ferments de l'attractivité de demain de ces territoires. Nous arrivons à la fin de cet entretien. Nicolas Blanc, merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions. Merci à vous. Éco 360, c'est fini. Je vous donne rendez-vous prochainement avec un nouvel invité. Encore plus de projets à vous présenter. En attendant, pour ne rien rater de l'actualité des Outre-mer, rendez-vous sur nos réseaux sociaux. Je vous dis à très vite et surtout, restez connectés. Vous venez d'écouter Éco 360, le podcast qui vous parle des futurs projets structurants des Outre-mer.